Le Anarchist Cookbook, c'est comme si un journal intime d'adolescents rebelles croisait une collection de recettes pour semer le chaos. Ce livre légendaire et controversé est un guide qui enseigne comment créer du désordre dans une société, comparé ici à une cuisine. William Powell, l'auteur, a combiné la nature rebelle de Han Solo avec l'expertise culinaire de Gordon Ramsay. Mais au lieu de préparer des cupcakes, ce livre propose des recettes pour fabriquer des explosifs, avec des guides étape par étape pour créer des bombes, des armes et autres gadgets dangereux. C'est un peu comme ce prof de sciences trop enthousiaste qui brûle accidentellement le labo pendant une expérience amusante. Powell a écrit cela dans les années 1970, une époque où de plus en plus de gens pensaient à la rébellion et aux révolutions en raison de la guerre froide. Le problème avec Anarchist Cookbook, c'est que ce n'est pas qu'un simple texte théorique pour adolescents en crise. Il a des implications réelles dans le monde, ayant été liées à divers actes de violence et de méfaits. Les autorités n'ont donc pas été enchantées par ce guide du chaos. Alors que les critiques y voient un danger pour la société, ses défenseurs le considèrent comme un champion incompris de la liberté d'expression. Mais on ne peut pas vraiment l'appeler un chef-d'œuvre littéraire quand on voit son enfant transformer un tuyau en bazooka. Les versets sataniques. Si tu trouves ce livre dans une vente de garage et que tu penses qu'il t'aidera à invoquer le diable pour un pacte infernal, tu seras déçu. Ce n'est pas un guide pour appeler des démons, mais il est tout aussi controversé dans les cercles religieux. Les versets sataniques commencent par deux gars qui survivent à l'explosion d'un avion et se retrouvent soudainement avec des ailes et des hallucinations. Ils se transforment en créatures fantastiques, l'un devenant un ange, l'autre un diable, comme s'ils avaient été transportés dans un jeu de rôle fantastique. Jibreel, le personnage ange, revit la vie du prophète Mahomet, et c'est là que la controverse commence. Le livre réinvente le prophète, montrant comment Satan aurait introduit quelques versets dans le Coran, transformant ainsi certaines parties du livre sacré de l'islam en œuvre du diable. Cela a été perçu comme blasphématoire parce que ça fictionnalisait Mahomet et introduisait de nouvelles interprétations controversées de l'histoire islamique, transformant le livre en une sorte de Voldemort de la littérature. Tu ne peux même pas prononcer son nom sans susciter des réactions. À cause de la controverse, les bibliothèques l'ont caché, comme s'il s'agissait d'une carte menant à un trésor secret. En 1989, l'ayatollah Khomeini d'Iran a émis une fatwa, une décision islamique officielle, mais essentiellement un mandat de mort contre l'auteur, l'obligeant à se cacher des assassins. Ce n'était pas seulement à cause du contenu du livre, mais à cause des répercussions effrayantes qu'il a provoquées. Manifestations, débats et réactions violentes de la communauté islamique. Les leaders religieux ont senti que l'auteur avait manqué de respect à leur figure sacrée, comme si quelqu'un avait jeté les cendres de leur grand-mère à une fête. Malgré la controverse, le livre continue d'être débattu dans les cercles non religieux, prouvant qu'il peut toujours être au centre de l'attention, même s'il est mal vu par certains. Les 120 journées de Sodome. Les 120 journées de Sodome du marquis de Sade est tellement scandaleux qu'il fait passer 50 nuances degrés pour une histoire pour enfants de Disney. Ce livre n'est pas seulement en tête de liste des contenus classés X, il est carrément hors des chars. Proche du triple X en termes d'obscénité. Le récit raconte l'histoire d'un groupe de riches enfermés dans un château, non pas pour une fête polie autour d'un thé, mais pour se livrer à chaque fantasme dépravé connu de l'humanité, rassemblant 9 garçons et filles et les soumettant à 120 jours d'actes indicibles. On y trouve des choses si obscènes que même Johnny Sins ne voudrait pas lire ce livre. Le marquis de Sade, l'auteur, ne se retenait pas. Tous les actes sexuels horribles, du sadisme au masochisme, sont servis dans ce livre comme un buffet de tabous, avec une dose de scandale en accompagnement. C'est un peu comme un cirque où la moralité prend des vacances et laisse place à la folie, qui devient la norme dans cette histoire. Le livre a franchi toutes les limites, devenant un roman interdit qui pourrait provoquer une crise cardiaque à une nonne et l'envoyer directement à l'hôpital. L'amant de Lady Chatterley. Nous sommes au début des années 1900 dans l'Angleterre d'autrefois, où chaque femme est boutonnée de la cheville au cou. Voir un peu de peau à cette époque, c'était comme découvrir un magazine Playboy. Mais voilà que D.H. Lawrence débarque avec L'amant de Lady Chatterley, un livre interdit avec son lot d'histoires torrides et une touche d'immoralité. Lady Chatterley est coincée dans un mariage qui ferait paraître regarder de la peinture séchée comme quelque chose de très excitant, car elle est mariée à un homme paralysé, incapable de satisfaire ses besoins et désirs de femme. Mais Lady Chatterley n'est pas du genre à rester assise et à tricoter toute la journée. Elle aspire à l'aventure, à la passion et surtout à beaucoup d'attention physique. Son mari étant incapable de faire quoi que ce soit, elle se lance tête baissée dans une liaison avec le garde-chasse Mellors. Ce gars, c'est un type robuste qui s'occupe des bois et qui ressemble à la couverture d'un Men's Health magazine. Rien n'incarne mieux les faiblesses d'une femme qu'un mec avec des abdos en acier. Mais si tu penses que cette liaison torride dans les bois a scandalisé tout le monde à propos de ce livre, tu ne connais que la moitié de l'histoire. Lawrence a écrit ce livre pour se moquer de la rigidité de la structure sociale anglaise et des normes à une époque où il n'y avait presque aucune différence entre une femme anglaise de haute société et une nonne. Il insultait les fondements de la haute société anglaise en parlant ouvertement de sexe et de relations scandaleuses tout en exposant les différences entre les classes sociales. Les 48 lois du pouvoir.
Quand tu combines des livres écrits par ton ex-manipulateur et un maître en stratégie sociale, tu obtiens les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Ce livre peut ressembler à un manuel d'auto-assistance pour grimper les échelons du succès, mais il est tellement sombre qu'il a été interdit dans plusieurs systèmes carcéraux à travers le monde. En gros, ce livre présente différentes façons d'utiliser des stratégies et des tactiques pour réussir, mais ses conseils ne sont pas du genre « réveille-toi tôt ». Va à la salle de sport, note tes objectifs. Comme on l'entend dans les habituels TED Talks. Au lieu de cela, il t'apprend à manipuler les gens, les lieux et les situations pour obtenir ce que tu veux. Par exemple, l'une des lois t'incite à dissimuler tes intentions, parfaite pour être la personne la plus sournoise au travail. Une autre loi te dit de laisser quelqu'un d'autre faire le travail à ta place, en gros de manipuler quelqu'un pour te faciliter la vie. Ces tactiques sont très efficaces dans le jeu impitoyable de la montée en puissance dans le monde de l'entreprise, où c'est tuer ou être tué. Mais dans la vie de tous les jours, c'est comme apporter un bazooka à une bataille de boules de neige, car il est totalement exagéré de manipuler les gens dans les interactions quotidiennes. Les écoles et les prisons ont interdit les 48 lois du pouvoir par crainte que la cantine ne se transforme en une scène de Game of Thrones sans les poignards dans le dos ni les dragons. Les prisons ont déjà assez de problèmes à gérer entre les trafiquants de drogue et les meurtriers, sans avoir à transformer les détenus en maîtres de la stratégie manipulative. Lolita. Vladimir Nabokov, c'est ce pote qui ne peut pas s'empêcher de partager ses fantasmes, te racontant souvent son rêve érotique de la veille et comment il meurt d'envie d'expérimenter des plaisirs malsains. Naturellement, tu voudrais te boucher les oreilles à tout le temps, mais il raconte si bien que tu ne peux pas t'empêcher de l'écouter. C'est ce que tu obtiens avec Lolita de Nabokov. Ce livre plonge les lecteurs dans l'esprit d'un personnage nommé Amber Humbert, un homme sérieusement dérangé, obsédé par une fillette de 12 ans nommée Dolores Hayes, alias Lolita. C'est comme regarder un accident de train au ralenti, car tu sais que la boussole morale d'Humber va irrémédiablement dérailler. Imagine annoncer à ta famille que tu lis un livre sur un homme qui voit une enfant comme une nymphe séduisante à laquelle il ne peut pas résister. Bien que ce soit un chef-d'œuvre littéraire en termes d'écriture et de narration, il est difficile d'accepter les idées tordues entourant une histoire où un homme adulte est amoureux d'une enfant de 12 ans. L'écriture de Nabokov ne se contente pas de flirter maladroitement avec la pédophilie. Elle décrit également comment il est comme un clown tragique qui continue de trébucher sur ses propres mauvaises décisions. Vous vous retrouvez étrangement à soutenir ce gâchis maladroit. Pendant ce temps, vous obtenez un aperçu des coins les plus sombres de son esprit alors qu'il essaie de justifier son obsession. Le génie de l'écrivain réside dans la façon dont il vous met mal à l'aise tout en vous éblouissant par ses talents littéraires. Cela vous amène à admirer quelque chose que vous ne devriez pas admirer. Et cela peut être dangereux pour une société qui veut que ses enfants restent des enfants plutôt que des symboles sexuels. C'est comme si vous introduisiez de la pornographie à un moine, potentiellement affectant sa boussole morale pour toujours. Brave New World. Imaginons que vous viviez dans un monde où tout le monde est heureux, un peu trop heureux. C'est ce que vous obtenez dans un livre où tout le monde est contraint de rester en ligne avec peu ou pas d'espoir de sortir de cette bulle. Le livre d'Aldous Huxley, Brave New World, décrit une société où les gens de ce nouveau monde sont forcés de devenir accros à une pilule de bonheur littérale appelée Soma, qui les rend heureux en supprimant les émotions profondes. C'est aussi un monde où la société a une chaîne de production entière qui fabrique des bébés comme des chaussures de créateurs. Vous êtes assigné à une caste comme si c'était une cérémonie de choix-peau à Poudlard, et le gouvernement contrôle même votre vie amoureuse. C'est comme s'ils contrôlèrent votre compte Tinder, balayant à gauche jusqu'à ce qu'ils trouvent une personne qui vous correspondrait, vous obligeant à l'épouser. Imaginez-vous dans un monde où la société fonctionne sur le consumérisme, la gratification instantanée et le contrôle technologique. Cela semble familier, non? C'est comme nos vies, mais avec un peu plus de drame. Nous avons des smartphones et des réseaux sociaux qui nous gardent perpétuellement distraits, tout comme les personnages du roman. Les algorithmes nous disent quoi penser et ressentir, un peu comme le spectacle de marionnettes du gouvernement dans le livre. C'est comme vivre dans une sitcom dystopique où la chute est notre propre vie. Les gouvernements du monde entier ont regardé ce livre et ont dit « ce type Huxley pourrait avoir raison, ne donnons pas d'idées aux gens ». C'est comme s'ils craignaient que nous échangions la liberté pour la commodité que les gens obtiennent dans Brave New World. Naturellement, le livre a trouvé sa place dans la bibliothèque interdite des livres tabous. Mais avec la manière dont les choses évoluent, Brave New World semble davantage un conte avertisseur qui a déjà prédit notre avenir. Qui sait ce que le Neuralink d'Elon Musk fera à nos cerveaux un jour? Animal Farm. Animal Farm de George Orwell vous plonge dans une comptine de la ferme de Old MacDonald qui devient de plus en plus sombre. Les animaux de cette ferme en ont assez des humains qui les dirigent, finissent par les chasser et commencent à gérer les choses eux-mêmes. Pas d'humains, pas de problème, non? Cela semble être un endroit idéal pour Porky et ses amis. Mais le livre d'Orwell critique la société à travers son conte douillet de politique de basse-cour. L'histoire tourne autour de la manière dont les cochons de la ferme prennent finalement le pouvoir et deviennent les nouveaux chefs. Ainsi, en disant aux poules et aux autres animaux que tous les animaux sont égaux, ces cochonnes ont pensé qu'elles étaient meilleures que les autres, prenant la place des humains en tant que nouveaux oppresseurs.
Ils ont transformé la ferme en un enclos à cochons d'oppression et d'inégalité. Autrement dit, Orwell racontait une histoire sur la façon dont les révolutions qui tentent de redonner le pouvoir au peuple ne conduisent qu'à la montée de nouveaux dictateurs. Le livre est une satire qui se moque des dirigeants assoiffés de pouvoir qui promettent l'égalité mais décident qu'ils méritent plus que tout le monde. Les gouvernements qui ont vu ce qu'Orwell essayait de faire ont estimé que Animal Farm n'était pas seulement un linge sale exposé au grand jour, mais aussi un appel à la rébellion, craignant qu'il puisse inspirer les gens à commencer à voir leurs dirigeants comme des porcs plutôt que comme des chevaux nobles. Vous pourriez penser qu'un livre sur les raisins est aussi sain que croquer dans une grappe de fruits sucrés. Cependant, Les raisins de la colère de John Steinbeck vous fera penser que vous mangez des raisins aigres qui pourraient le faire grimacer instantanément. D'abord, le livre met en lumière la famille Joad de la manière la moins flatteuse possible. Se déroulant pendant la Grande Dépression, c'est comme si Steinbeck avait décidé de présenter les fermiers comme les méchants du monde agricole, avec des moustaches sinistres et des regards menaçants. Au lieu d'être vos producteurs alimentaires locaux et amicaux, il les a transformés de héros de la ferme en visages acides, donnant l'impression qu'ils récoltaient des grimaces plutôt que des pommes de terre. Le langage et les thèmes du livre étaient également aussi juteux que des raisins trop mûrs, avec de nombreuses scènes de violence, de dure réalité et de grossièreté trop sensibles pour l'esprit des lecteurs américains conservateurs des années 1940. Ces derniers auraient voulu aller à l'église pour confesser qu'ils avaient lu Les raisins de la colère. Les autorités craignaient que le livre ne corrompe les esprits innocents et la jeunesse, transformant leur cerveau en une salade de fruits chaotiques de pensées rebelles. Ensuite, il y avait la croyance que le livre semblait non américain. Il critiquait le capitalisme, donnant l'impression d'être un peu trop rouge pour le confort à une époque où les Américains redoutaient la propagation du communisme. Abattoir 5, la première chose que vous entendez généralement des gens qui ont entendu parler de Abattoir 5 de Kurt Vonnegut, c'est que c'est ce livre sur les voyages dans le temps et les extraterrestres. Mais il y a une raison plus profonde pour laquelle ce roman se trouve dans la dimension des livres interdits. Il s'agit essentiellement d'un soldat qui est devenu si perdu dans le temps qu'il voyage d'une époque à une autre, sautant à la corde à travers l'histoire, mais avec des explosions. À un moment donné, il est à Dresde, en Allemagne, pendant ces bombardements infâmes, et le livre le dépeint sous le pire éclairage possible. Écrit pendant la guerre froide, alors que le gouvernement essayait de convaincre tout le monde que se battre contre les communistes était aussi américain qu'une tarte aux pommes, ce livre était l'équivalent littéraire de quelqu'un portant un t-shirt « Faites l'amour, pas la guerre » à un défilé militaire. Les autorités pensaient probablement que c'était un manifeste de hippies déguisés, encourageant secrètement les gens à échanger leurs fusils contre des marguerites. Certains lecteurs ont trouvé le livre insupportable parce que Vonnegut mêlait audacieusement angoisse existentielle et humour noir. Les gens n'étaient pas prêts pour ce type de comédie, surtout lorsque les choses devenaient un peu trop réelles. Ainsi, la mise à l'écart du livre est principalement due à son mélange audacieux de satire, de science-fiction et de vérité inconfortable. Dans le grand théâtre de la littérature, c'est la pièce qui amène les gens à questionner ce qu'ils ont vu et à repenser leurs croyances. Et dans les années 70, ce n'était tout simplement pas ce que le gouvernement voulait que les gens ressentent. L'homme invisible, écrit par Ralph Ellison dans les années 1950, le livre était si bruyant qu'il était comme amener une machine à karaoké à une soirée sérieuse. Il adorait plonger dans l'identité raciale et l'invisibilité sociale tout en dévoilant des secrets sales et des sujets autrefois considérés comme tabous. L'exploration de la race et de l'identité dans le livre a secoué l'époque, alors que les Noirs étaient encore des citoyens de seconde classe. Personne ne voulait lire un livre avec une leçon politique surprise s'il s'attendait à une fête, et c'est exactement ce que l'homme invisible représentait. C'est comme si vous réalisiez que votre émission de télévision préférée est en réalité un documentaire sur un sujet ennuyeux comme les déchets industriels. Ensuite, il y a le langage et les thèmes qui étaient un peu trop pour l'esprit des années 1950. Le livre aborde la violence, l'exploitation et la discrimination, ce qui était aussi gênant que de parler de votre petite amie inexistante au milieu d'un dîner familial. C'était un peu trop brut et honnête, amenant tout le monde à remettre en question tout ce qu'ils savaient sur la société. La nature vulgaire du roman a conduit les écoles à le bannir rapidement de leur bibliothèque, transformant L'homme invisible en un livre invisible. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines explorations littéraires. Si ce contenu vous a inspiré, laissez un commentaire et partagez-le avec vos amis.